Grand 2, comment coloniser, conquête et maîtrise des territoires. Alors, une prise de contrôle violente du territoire, comme le montre cette carte. Donc, coloniser, c'est d'abord s'approprier des terres qui ne sont pas les vôtres. La conquête coloniale s'effectue surtout entre 1860 et 1914 sur un rythme accéléré, car l'Europe dispose alors d'une avance technologique considérable qui lui permet de lui fournir des armes et un matériel de transport bien supérieur aux populations auxquelles elle s'attaque. À l'exception du cas de l'Éthiopie, qui résiste victorieusement à la conquête italienne dans les années 1890, nulle part les populations locales ne sont en mesure de résister à la technologie et aux pressions des grandes puissances européennes. Bien sûr, l'appropriation varie selon que les Européens sont confrontés aux sociétés millénaires organisées en États comme la Chine, l'Indochine ou la Perse, ou d'Afrique du Nord, Algérie ou Maroc, ou bien aux sociétés moins organisées d'Afrique noire, où les royaumes sont d'essence plus récente et avec des territoires moins étendus. En Chine, par exemple, elle prend la forme d'une sorte de dépeçage progressif de l'Empire par l'ensemble des puissances qui se font attribuer des concessions territoriales ou des comptoirs comme les grandes villes comme Shanghai. Les Britanniques laissent, eux, une large marge de manœuvre aux entrepreneurs privés comme Cecil Rhodes, qui souhaitent joindre le Caire au Cap et qui soumit contre l'avis du gouvernement de nombreux territoires qui furent ensuite transformés en colonies par la couronne britannique. En France, l'Italie ou la Belgique, la prise de possession se fait sur le mode de la conquête militaire pure et simple, décidée et organisée par l'État. Ces différences dans la prise de possession, mais également des traditions propres à chaque puissance, expliquent la diversité du statut de ces différents territoires une fois intégrés à l'empire colonial. On distingue traditionnellement deux manières d'envisager la colonisation. Une volonté française d'assimiler, d'une part, et un système britannique plus pragmatique d'association, d'autre part. Dans la réalité coloniale, les choses étaient plus complexes. Les Britanniques appliquaient des systèmes très différents selon les colonies et leurs intérêts propres. Ainsi, dans les colonies d'Afrique de l'Ouest littorale, ils mirent en place une administration directe des territoires et intégrèrent assez aisément les Africains éduqués. Par contre, dans les colonies de peuplement blanches d'Afrique du Sud ou de Rhodésie, ils refusèrent tout droit aux Africains, tandis que dans l'Afrique intérieure ou en Inde, ils privilégièrent l'indirect rule, c'est-à-dire une administration indigène qui permettait à la couronne de grandes économies. Les Français, eux, balançaient entre assimilation et association. L'assimilation, selon la conception politique de la nation française, consiste dans l'idée que la France apportait la civilisation supérieure, qu'elle éduquait les peuples sauvages, et qu'ainsi elle pouvait assimiler à la société française et faire devenir français des centaines de millions de sauvages, entre guillemets. Mais la réalité du colonialisme et les dangers que faisait courir à la domination coloniale une telle conception impliquaient que la France ne traitait jamais les indigènes des colonies en véritables citoyens. En Afrique, la citoyenneté n'était effectivement presque jamais accordée aux indigènes, et ceux-ci étaient régis par un code qui les privait de nombreux droits. Même l'Algérie, pourtant assimilée à la métropole depuis 1847 comme département et dont les Français sont réputés comme citoyens français à part entière, ne bénéficie pas des droits réservés aux non-musulmans. En Indochine, où la conquête avait été difficile et où existaient des États anciens, les Français choisirent plutôt une administration indirecte sur le modèle britannique. Seule la Cochinchine fut une véritable colonie.